Les quelques 4 milliards d'habitants que compte actuellement l'Asie appartiennent tous à une seule espèce, Homo sapiens, notre espèce. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'après être sortis d'Afrique, nous sommes arrivés en Asie, celle-ci était déjà peuplée de différentes espèces d'hommes. Ces hominidés connaissaient bien ce territoire. Nous n'y étions que des novices. Que s'est-il passé alors? Est-il possible que nous nous soyons accouplés avec eux et qu'ils nous aient transmis leurs gènes? L'analyse ADN a révélé l'existence d'un hominidé aujourd'hui éteint. Même s'ils se sont éteints il y a 30 000 ans, leur ADN vit encore en chacun de nous. On porte en nous les gènes de ces peuples archaïques et ils nous influencent toujours. De quelle façon cet héritage nous a-t-il aidé à peupler la planète? Nos ancêtres ont essaimé sur les 5 continents. Quel est le secret de leur fabuleuse expansion? C'est leur histoire que nous allons vous raconter, c'est-à-dire notre histoire. L'Asie du Sud-Est, il y a 63 000 ans. Des groupes de chasseurs-cueilleurs sillonnent les forêts en quête de nourriture. Ce sont des nouveaux venus, des migrants partis d'Afrique à la découverte d'un monde inconnu. Dans ces climats tropicaux, les humains préfèrent éviter les grottes, qui grouillent d'animaux venimeux. Mais à l'occasion, ils s'en servent pour se protéger de la pluie. Pour l'une d'entre eux, une de ces grottes a été sa dernière demeure. Ces ossements viennent d'être exhumés. Ce sont probablement les restes d'hommes modernes les plus anciens jamais découverts sur le continent. Le Laos est l'un des pays les plus isolés du sud-est asiatique. Et jusqu'à il y a peu, il n'entretenait guère de contact avec l'Occident. Deux archéologues occidentaux travaillent ici depuis 2007. Laura Shackelford de Chicago et Fabrice Demeter de Paris. Ils sont venus au Laos sur un pressentiment, l'idée que des hommes préhistoriques avaient vécu dans ces montagnes. Le nord du pays compte un nombre incalculable de grottes qui, durant la guerre du Vietnam, servaient d'abri anti-bombes. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne les avait véritablement explorées. Laura Shackelford et Fabrice Demeter, qui avaient le choix entre des milliers de cavités naturelles, ont choisi de fouiller cette grotte à flanc de montagne. Tam Pa Ling. Aidés d'une petite armée d'ouvriers laotiens, ils ont commencé à creuser dans l'argile.
Ils finiront cette partie aujourd'hui? Peut-être pas. Demain matin, plutôt. Il y a sans doute quelque chose. Ce trait... Ce trait blanc? C'est ça. Oui. Et le trait qui est là? C'est le même. Malgré l'ampleur de la campagne de fouilles, rien ne garantissait qu'ils trouveraient quelque chose. Les fossiles sont très rares en Asie, essentiellement parce que c'est un climat tropical humide et que la fossilisation se fait difficilement. Pourtant, en 2008, les deux archéologues ont exhumé des fragments de charbon de bois, peut-être les restes d'un feu de bois préhistorique. Encouragés par cette découverte, ils ont poursuivi leurs recherches. On a rouvert le même trou qu'on a juste élargi un petit peu. Et c'est dans cette première excavation qu'on a trouvé nos premiers fossiles. Enfouis dans les sédiments se trouvaient les fragments d'un crâne humain. Donc là, ce sont les restes humains qu'on a découverts. Donc le frontal ici correspond à la partie supérieure du crâne. Ensuite, les maxillaires complets. Et quand j'avais entre les mains ces deux pièces, je savais de suite qu'on avait affaire là à un homme résolument moderne. J'étais très excité. L'examen au scanner révèle que, de par sa forme et ses dimensions, le crâne est clairement celui d'une jeune femme. Mais le plus incroyable, c'est son ancienneté. La désintégration des isotopes d'uranium nous apprend que ces restes humains sont les plus anciens jamais découverts dans cette région du globe. « 63 000 ans, ça en fait le fossile le plus ancien de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. L'homme moderne est donc présent dans cette partie du monde depuis au moins 20 000 ans de plus qu'on ne le pensait. La jeune femme de Tampaling est la plus vieille représentante de l'espèce Homo sapiens jamais découverte sur le continent asiatique. Parti d'Afrique, son peuple a parcouru 7000 km en direction de l'Est, à la poursuite du gibier et en quête de nouvelles sources de nourriture. Mais sa présence aussi précoce dans le sud-est asiatique bouleverse radicalement la théorie dominante sur la migration humaine. Il est communément admis que l'homme moderne a migré depuis l'Afrique vers l'Asie, voici quelques 60 000 ans. Or, il s'avère que la femme de Tampaling vivait quasiment à l'autre bout du continent, dans les montagnes du Laos, il y a 63 000 ans. Cela signifie que des Homo sapiens sont forcément sortis d'Afrique plus tôt qu'on ne le pensait. L'archéologue Jeff Rose essaie de reconstituer le trajet suivi par les hommes modernes qui ont quitté l'Afrique. Et il cherche des preuves là où leur périple a commencé, dans la péninsule arabique. Il y a encore 2 ou 3 ans, la plupart des archéologues pensaient que la grande expansion humaine s'était faite par ce littoral. On parlait de l'out of Africa côtier, de migration côtière, de route de la côte. Et l'idée était que ces hommes étaient devenus des marins et avaient développé un autre mode de subsistance. Ils pêchaient et ramassaient des coquillages le long de la côte. De là, ils avaient connu une expansion phénoménale en Asie et dans le reste du monde. Voilà pour la théorie. Est-elle cependant exacte?
Si des hommes de culture africaine sont venus ici, ils ont dû laisser des traces de leur passage, comme des outils en pierre. On devrait donc pouvoir les trouver. En 2010, Jeff Rose a obtenu un financement pour effectuer des fouilles à Oman. Et il a découvert les preuves qu'il cherchait. Le long du littoral, la mer a tout emporté depuis longtemps. Mais plus à l'intérieur des terres, dans les collines, il espérait trouver des traces de vie préhistorique. Cette chaîne montagneuse est très abrupte et elle est parsemée de grottes. Un vrai gruyère. Donc la question n'était plus de savoir si on allait trouver quelque chose, mais quand. On a fait un sondage là-bas, en face, de ce côté, et sur la pente qui mène à la grotte. Chaque fois, on a creusé le plus profondément possible, mais on n'a rien trouvé. Pas le moindre objet. Je me rappelle que je me suis dit, laisse tomber la côte. Il faut aller ailleurs, changer radicalement de stratégie. Son projet semblant voué à l'échec, Jeff Rose a pris la décision de s'enfoncer plus avant dans les terres. À 150 km du littoral, au beau milieu du désert, il est tombé sur une rivière asséchée. Voici l'Oued Gadoun, peut-être l'un des plus grands de toute l'Arabie. Le lit doit faire 800 mètres de large. Maintenant, il est asséché, mais il y a 100 000 ans, l'eau y coulait à flot. En fait, c'est toute la péninsule qui était couverte de savanes, de lacs. Un vaste réseau de cours d'eau sillonnait ce plateau. Jeff Rose a commencé par explorer les collines qui surplombent l'Oued Gadoun. Et il y a découvert un monceau d'éclats de pierre. Voilà ce que j'ai cherché durant toutes ces années de fouilles sur la côte. Du chert, c'est-à-dire du silex, la matière première indispensable à la fabrication d'outils en pierre pendant toute la préhistoire. Ce site en est littéralement couvert. Les artisans venaient ici tailler les pierres. Une fois le travail terminé, ils laissaient les débris sur place et redescendaient au bord de la rivière dans la vallée. Cet endroit est un atelier de fabrication préhistorique. Aucun doute n'est permis. Des humains ont vécu ici, et suffisamment longtemps pour pouvoir façonner des milliers d'outils. Mais qui étaient-ils? Et à quelle époque vivaient-ils? Les silex ont apporté à Jeff Rose les réponses à ces questions. C'est fabuleux. Voilà un biface nubien. C'est un outil qui a été taillé par les premiers hommes qui sont sortis d'Afrique. Ce type de biface en silex était fabriqué dans la région d'Afrique qui correspond à l'Égypte actuelle, il y a quelques 100 000 ans. La découverte de pièces similaires à Oman semble indiquer que des hommes peuplaient la péninsule arabique exactement à la même époque. Ce que nous avons là, ce n'est pas quelque chose qui relève peut-être de la technologie africaine. C'est de la technologie africaine. Si des Africains vivaient en Arabie il y a 100 000 ans, cela signifie que des Homo sapiens ont pu migrer vers l'Asie bien plus tôt que ne le pensaient les anthropologues. 40 000 ans plus tôt. Qu'est-ce qui a pu les pousser vers l'inconnu? Peut-être les variations climatiques. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord et l'Arabie sont des régions chaudes et arides. Mais il y a 100 000 ans, il en allait tout autrement. L'arrivée d'une période humide avait fait disparaître les déserts, et les paysages étaient verdoyants. Le climat est cyclique ici. La mousson circule dans l'océan Indien et de temps en temps,
elle s'intensifie et pénètre jusqu'au cœur de l'Arabie. Dans les lits asséchés, l'eau recommence à couler, comme quand une autoroute s'ouvre de nouveau à la circulation. Ce qui attirait les hommes modernes en Arabie, ce n'étaient pas les plages, mais les cours d'eau gonflés par les pluies de mousson. On a compris que ces gens ne s'intéressaient pas au littoral. Ce n'étaient pas des pêcheurs qui auraient inventé une nouvelle technologie pour progresser dans un nouvel écosystème. C'étaient les mêmes hommes qu'en Afrique et ils étaient opportunistes. Ces vallées devaient être paradisiaques. Elles leur offraient un paysage très familier et il n'y avait personne pour leur faire concurrence. Ces gens avaient par ailleurs une qualité qu'on ne connaissait pas encore aux hommes préhistoriques. Ils étaient curieux. Ce n'est pas la surpopulation qui les a chassés d'Afrique. Chaque matin, au réveil, ils regardaient l'autre rive de la mer Rouge. Jusqu'au jour où quelqu'un en a eu assez et a voulu aller y voir de plus près. C'est la curiosité qui les a motivés. Car ce qui nous définit en tant qu'espèce, c'est précisément ce désir de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. La route vers l'Asie était ouverte. Depuis l'Arabie, Homo sapiens a mis le cap vers l'Est, se dirigeant vers l'Asie centrale, l'Inde du Nord et au-delà. Il suivait les cours d'eau, ces corridors naturels qui sillonnent le continent. Quelques-uns des plus longs fleuves de la planète se trouvent en Asie. Ils offrent une source de nourriture et d'eau douce inépuisable. Aujourd'hui encore, 90% de la population mondiale vit à moins de 10 km d'une rivière. Le Mékong, dont le nom thaï signifie mer des eaux, parcourt 3000 km en Asie du Sud-Est. C'est peut-être lui qui a guidé Homo sapiens jusqu'aux montagnes du Laos et à la grotte de Tampaling. Si nos ancêtres sont effectivement entrés en Asie voici 100 000 ans, ils ont disposé de davantage de temps pour se déployer à travers tout le continent. Il leur a suffi de progresser de 3,5 km à chaque génération pour atteindre cette région il y a 63 000 ans. Si les archéologues en savent tellement peu sur ces populations, c'est parce qu'ils ne trouvent que de très rares indices de leur présence. Dans ces montagnes, le silex, qui sert à fabriquer outils et pointes de flèches, est quasiment inexistant. Une autre matière première est en revanche très abondante, le bambou. Le jour se lève à Bansa, un village du nord du Laos. Chacun s'attelle à ses tâches quotidiennes et le bambou est omniprésent. Il est assez solide pour servir de matériau de construction, assez souple pour plier sans rompre et assez tendre pour être mangé. Cette plante extraordinaire peut pousser d'1 mètre par jour. Elle peut supporter un plus grand poids que le béton. Et une fois sèche, elle est plus solide que l'acier. Dans une contrée sans silex, le bambou était probablement la réponse polyvalente aux besoins des populations migrantes. Les gens qui migraient à cette époque, peut-être qu'ils ne fabriquaient pas d'outils en pierre, parce que c'était lourd à transporter, mais plutôt
favoriser des productions avec des produits naturels comme le bambou. Mais cette plante ne résiste pas à l'humidité. Elle finit par pourrir et disparaître entièrement, privant ainsi les archéologues d'indices. C'est ce qui rend si difficile à suivre la piste des premiers Asiatiques. Tellement de choses ont disparu. On retrouve cette piste 500 km plus à l'est, dans le Guangxi, une région du sud de la Chine parsemée de pitons calcaires. Zhang Zujin, l'un des plus grands géologues chinois, se doutait que ce genre de relief avait dû attirer les hommes préhistoriques. La montagne de Mulan qu'on voit là-bas est une formation calcaire typique de la région. Vous constaterez que le sommet est très découpé et qu'elle compte de nombreuses grottes. Ces dernières sont très dangereuses d'accès, mais pour les populations anciennes, elles constituaient de parfaits abris naturels. En 2007, Zhang Zujin a escaladé la montagne de Mulan jusqu'à atteindre Zirendong, la grotte de Ziren. Des paysans de la région avaient découvert à l'entrée de la cavité des fossiles d'animaux. Ces derniers avaient peut-être été abattus par des hommes préhistoriques, et le géologue voulait en avoir le cœur net. Après 18 mois de fouilles infructueuses, son équipe a enfin exhumé un fossile. Une mandibule d'être humain. C'est dans cette paroi qu'on a trouvé le fossile. Au-dessus, on a une première couche de sédiments. Et en dessous, une deuxième couche. C'est exactement entre les deux qu'était enchâssé le maxillaire de Zirendong. La datation des sédiments a permis à Zhang Zujin de déterminer que la mandibule avait 102 000 ans. Elle était donc plus ancienne que le crâne de la grotte de Tampaling, et même que les outils mis au jour à Oman. Conclusion, à moins d'une erreur de datation, Homo sapiens est sorti d'Afrique et a essaimé en Asie encore plus tôt qu'on ne le pensait, et il est arrivé en Chine voici au moins 102 000 ans. Mais il existe une toute autre possibilité, à savoir que la mandibule n'appartienne pas à un homme moderne, mais à un membre d'une autre espèce. Les 7 milliards d'êtres humains qui peuplent aujourd'hui la planète sont tous des Homo sapiens. Et nous sommes la seule espèce d'homme. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'arbre généalogique de l'humanité remonte à 2,5 millions d'années. Avant, nous ressemblions plus à des singes. Les innombrables ramifications qui se sont développées au fil du temps correspondent à autant d'espèces différentes. Toutes celles qui nous ont précédées ont été classées comme archaïques par les anthropologues. Et parmi elles, Homo erectus a connu la plus grande longévité. Doté d'un cerveau dont le volume n'excédait pas les 2/3 du nôtre, Homo erectus a quitté l'Afrique 1,5 million d'années avant nous. Le premier à avoir peuplé l'Asie, c'est lui.
pas nous. Et si la très ancienne mandibule de Zirendong appartenait à un membre de cette espèce archaïque? Wu Liu est un spécialiste des différences entre Erectus et Sapiens. Et le maxillaire inférieur est un caractère distinctif, notamment de par sa taille et l'angle du menton. Nous sommes dotés d'un menton en saillie par rapport aux dents, alors que notre ancêtre n'en a quasiment pas. Voici la mandibule d'Homo erectus. En général, elle a un aspect très robuste, mais le plus important, c'est que le menton fait un angle de moins de 70 degrés. Au cours de la transition archaïque vers moderne, cet angle s'est agrandi peu à peu, jusqu'à atteindre chez l'homme moderne 90 degrés, voire davantage, 100 degrés. La mandibule de Zirendong appartient-elle donc à Erectus ou à Sapiens? L'examen au scanner permet de mesurer l'angle du menton, l'épaisseur des os et enfin la taille des alvéoles dentaires. Conclusion, le maxillaire inférieur présente des caractères à la fois archaïques et modernes. Il semble être un mélange des deux espèces. On a longtemps cru qu'Homo erectus s'était éteint avant l'arrivée d'Homo sapiens en Asie. Mais peut-être cela est-il faux? Et si les deux populations avaient coexisté et s'étaient rencontrées? Et si elles avaient eu assez en commun pour se mélanger? Cela expliquerait pourquoi la mandibule de Zirendong présente cette mosaïque de caractères. Parce qu'elle est en fait le fruit d'une hybridation. À ce jour, aucune autre preuve de métissage n'a été découverte dans le sud de la Chine. Mais l'idée que des hommes modernes aient pu s'accoupler avec des membres de groupes humains archaïques est fascinante. Si une rencontre de cette nature a eu lieu ici, n'aurait-elle pas pu se produire ailleurs? Qui d'autre vivait en Asie au moment de l'arrivée d'Homo sapiens? Pour les premiers Asiatiques qui se sont dirigés vers le nord, cette région constituait un corridor naturel à travers le sud de la Sibérie. Et c'est précisément ici, dans les montagnes de l'Altaï, que des archéologues ont découvert une grotte à nulle autre pareille. Denisova. L'entrée est grande, on la voit de loin, dès qu'on pénètre dans cette partie de la vallée en fait. Au XVIIIe siècle, je crois, elle était habitée par un ermite appelé Saint-Denis. C'est de là que vient le nom Denisova, la grotte de Denis. Les plus connus des hommes préhistoriques y avaient élu domicile, les Néandertaliens. Ces derniers sont nos plus proches cousins, bien que nous n'appartenions pas à la même espèce. Ils ont vécu en Europe à la période glaciaire et se sont déployés vers le nord-est, jusqu'en Sibérie. Depuis les années 1970, les archéologues ont mis au jour à Denisova des milliers d'objets. Certains ont été fabriqués par des Néandertaliens, d'autres par des hommes modernes.
Rares sont les grottes dans le monde dont on sait qu'elles ont abrité des représentants de deux espèces humaines différentes, même à des époques différentes. Les ossements étant en revanche très rares, en 2008, les scientifiques ont décidé d'intensifier leurs recherches. J'ai rejoint une équipe russe qui est sur place depuis longtemps. J'étudie surtout les restes humains. L'équipe fouille les sédiments avec beaucoup de précautions afin de dégager les plus petits fragments. Une bonne partie du travail consiste à examiner ces ossements et à déterminer si ce sont des restes humains. De temps en temps, c'est le cas. Dans une couche de sédiments vieille de 41 000 ans, les archéologues russes ont découvert un fragment d'os minuscule provenant d'un doigt humain. Ce modèle en 3D est 5 fois plus gros que l'original. Il s'agit sans doute d'un os de l'auriculaire d'un enfant et il n'a donc pas atteint son développement maximum. L'enfant devait avoir environ 5-7 ans. Voici la taille de l'original. C'est un objet minuscule, un des fossiles les moins spectaculaires qui existent. Un simple bout d'os provenant d'un doigt d'enfant. Mais qui était donc cet hominidé qui vivait dans les montagnes de Sibérie voici 41 000 ans? Un Homo sapiens ou un néandertalien? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Le fossile a été envoyé au pionnier du séquençage des génomes anciens, le généticien suédois Svante Pääbo, de l'Institut Max Planck. L'équipe procède à l'analyse des traces d'ADN découvertes sur le morceau d'os. Au fil du temps, l'ADN se décompose en des milliards de fragments minuscules qui se mélangent entre eux et sont contaminés par l'ADN d'insectes, de bactéries et de champignons. La difficulté pour les généticiens consiste donc à identifier les fragments d'origine humaine, à les isoler et à les assembler dans le bon ordre. Cette reconstitution, encore impossible il y a une dizaine d'années, est désormais réalisée par des appareils de séquençage ultra rapides. Depuis une trentaine d'années, l'histoire de la génétique moléculaire est celle d'une succession de révolutions technologiques. Mais c'est surtout la possibilité de séquencer des millions de molécules d'ADN très rapidement et à peu de frais qui a complètement changé la donne. En 2010, l'équipe de Svante Pääbo a bluffé la communauté scientifique internationale en réussissant à séquencer le génome d'un néandertalien. C'était la première fois qu'on parvenait à décrypter le code génétique d'une espèce humaine aujourd'hui disparue. La même technique a servi à identifier le fossile exhumé en Sibérie, avec un résultat totalement inattendu. Lorsqu'on a pratiqué l'analyse ADN, on s'attendait à ce que ce soit un néandertalien ou un homme moderne. D'où notre énorme surprise en découvrant qu'on avait affaire à un nouveau groupe humain, aujourd'hui éteint. À partir d'un simple fragment d'os de doigt d'enfant, l'équipe a été en mesure d'ajouter une nouvelle branche à l'arbre généalogique de l'humanité. Après avoir beaucoup discuté pour savoir comment on allait appeler ces individus, on a opté pour Denisoviens, du nom de la grotte où ils ont été découverts. C'était la première fois qu'on identifiait une branche éteinte de l'humanité, non à partir d'ossements ou d'outils en pierre, mais grâce à la seule séquence génomique. Sortie de nulle part, une nouvelle population fait son entrée dans l'histoire humaine.
Alors qu'ils s'enfonçaient en Asie, les hommes modernes ont dû pénétrer en territoire dénisovien. Que s'est-il alors passé? Les analyses ADN nous apprennent que les deux peuples se sont mélangés. Lorsque les généticiens ont comparé le génome des Denisoviens à celui d'hommes modernes d'aujourd'hui, il s'est avéré que certaines populations actuelles possèdent des gènes dénisoviens. C'est incroyable de penser que ce groupe ancien continue de vivre en nous. Et cette preuve n'est pas la première d'un métissage entre hommes modernes et espèces archaïques. En reconstituant le génome des Néandertaliens, l'équipe de l'Institut Max Planck a découvert le même type d'hybridation. Elle en a conclu qu'Homo sapiens s'était reproduit avec l'homme de Néandertal il y a 55 000 ans et qu'ensuite, transportant une partie de ses gènes, il avait essaimé dans le monde entier. On pensait qu'en arrivant en Asie, l'homme moderne pénétrait dans un territoire peu peuplé, voire totalement inhabité. Or, on sait désormais que plusieurs populations archaïques vivaient là. Des Denisoviens, des Néandertaliens et peut-être quelques groupes d'Homo erectus tardifs. Les hommes modernes étaient donc les petits nouveaux dans un continent déjà habité par quantité de populations assez florissantes. Ils ont dû se mélanger et le produit de ce métissage a colonisé une bonne partie de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Les 4 milliards d'habitants que compte actuellement l'Asie ont tous hérité de gènes d'hommes archaïques. Entre 1 et 3% de leur ADN leur viennent des Néandertaliens, et certains d'entre eux comptent en plus jusqu'à 5% de gènes dénisoviens. Ces hybridations font de l'Asie le grand creuset de la diversité humaine. Quelle sorte de gènes les hommes archaïques ont-ils transmis à l'homme moderne? Et de quelle façon cet héritage nous affecte-t-il? Un début de réponse se trouve sur les hauts plateaux tibétains. Tôt le matin, dans l'Himalaya, les fermiers sortent le bétail. Comme chaque jour, ils quittent le village et se dirigent vers les pâturages à flanc de montagne. Nous sommes à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur le toit du monde. Et à une telle altitude, il y a 40% d'oxygène en moins par rapport au niveau de la mer. Pourtant, les Tibétains ne semblent pas gênés dans leur travail. Leur organisme s'est adapté à leur environnement. Rasmus Nielsen est convaincu que la clé de leur survie est la faible production d'hémoglobine, la protéine des globules rouges qui assure le transport de l'oxygène. À une altitude élevée, logiquement, on devrait avoir besoin de davantage d'hémoglobine. Or, les Tibétains en produisent moins. Pourquoi donc? C'est quand même étrange. Eh bien parce qu'un taux excessif d'hémoglobine peut être nocif. Quand le sang est trop chargé en globules rouges, il s'épaissit.
On ne sait pas exactement comment font les Tibétains pour fonctionner avec moins de globules rouges dans le sang. Mais on pense que chez eux, l'apport d'énergie aux muscles sans utilisation de l'oxygène est plus efficace. Le gène EPAS1 est impliqué dans la régulation du taux d'hémoglobine. Tous les humains héritent d'une version de ce gène localisée sur le chromosome 2. Les Tibétains, eux, présentent une variante d'EPAS1 qui réduit la production d'hémoglobine et leur permet de travailler en altitude sans souffrir d'effets secondaires. D'où vient cette variante? Comment est-elle entrée dans le patrimoine héréditaire des Tibétains? Sa transmission pourrait-elle être le résultat d'un métissage? On a d'abord constaté qu'aucune autre population dans le monde ne présente la séquence ADN du gène telle qu'on la trouve chez les Tibétains. Puis on s'est intéressé aux Denisoviens. Et à notre grande surprise, il s'est avéré que leur séquence ADN était quasiment identique à celle des Tibétains. On tient la preuve que la version du gène présente chez les Tibétains leur a été léguée par ce groupe archaïque. On ne sait pas grand-chose sur les Denisoviens, mais il est possible qu'ils se soient adaptés à l'altitude. En se mélangeant à eux, des hommes modernes ont hérité de ce gène et ont pu à leur tour s'adapter à l'altitude. C'est cette même variante d'EPAS1 qui continue aujourd'hui encore de réguler la production d'hémoglobine chez les Tibétains. Autrement dit, ces derniers ont profité d'un avantage génétique des Denisoviens. Ce métissage a fait emprunter un formidable raccourci à la sélection naturelle. Quand on essaie d'acquérir un caractère génétique utile, il faut attendre que les bonnes mutations se produisent. L'attente peut durer des milliers de générations, alors que les humains archaïques ont déjà des milliers d'années d'adaptation derrière eux. Il y a donc de fortes chances pour que tout ce ils ont d'utile à offrir soit récupéré par les hommes modernes à la faveur d'un métissage. EPAS1 est le premier gène dont nous ayons la preuve scientifique qu'il s'est transmis d'une variété d'êtres humains à une autre. Mais il n'est probablement pas le seul. Loin de là. D'autres comme lui ont sans doute emprunté le même chemin et ont eu sur nous, les hommes modernes, d'importantes incidences. La peau est le plus grand organe du corps humain. Elle pèse environ 4 kg et contient un nombre incalculable de glandes sudoripares, de vaisseaux sanguins et de terminaisons nerveuses. Pourtant, elle ne fait en moyenne que 2,5 mm d'épaisseur. Elle seule nous sépare du monde extérieur. Ce que font ces hommes nous montre bien en quoi la peau humaine est si importante. S'ils peuvent encaisser les coups, c'est grâce à ses propriétés spécifiques. Sa résistance, par exemple, qui lui vient en grande partie de la kératine, une protéine fibreuse. C'est également cette protéine qui lui confère son élasticité. D'après les dernières recherches scientifiques, nous avons hérité de gènes impliqués dans la production de la kératine, non pas des Denisoviens, mais des Néandertaliens. Chez ces hommes archaïques, la peau et le processus de production de la kératine présentaient des caractères bénéfiques qu'ils nous ont légués, toujours par métissage, et que nous conservons depuis. Ça pouvait être lié à la pigmentation de la peau, à la cicatrisation. Ce qui est sûr, c'est que la transmission de la version néandertalienne de ces gènes était profitable à nos ancêtres. On commence tout juste à comprendre comment l'homme moderne s'est mélangé à différents groupes archaïques et les conséquences de ce mélange.
la génétique nous oblige à réécrire l'histoire de l'humanité. Qui a rencontré qui, où et quand? L'analyse de l'ADN nous en dit beaucoup plus long que l'analyse de n'importe quel fossile. Et il semble indiquer que nos cousins ont joué pour nous un rôle bien plus important que nous ne le pensions. Tous les individus ont hérité d'environ 1,5% de leur génome d'ancêtres néandertaliens. Mais mon 1,5% est peut-être différent de votre 1,5%. De sorte qu'en rassemblant tous ces 1,5% différents, on obtient entre 20 et 30% du génome néandertalien. C'est remarquable, car même si cette espèce s'est éteinte il y a 30 000 ans, son ADN vit toujours en chacun de nous. À quel point les gènes hérités de nos cousins humains ont-ils influencé notre évolution? Ce sont peut-être eux qui font la différence entre la vie et la mort. Notre organisme est constamment attaqué par des microbes qui sont à la recherche de nouveaux hôtes à coloniser et à infecter. Et à chaque agression, notre organisme réagit. Il mobilise les globules blancs de notre système immunitaire appelés tueurs naturels. John Trousdale est un spécialiste des mécanismes de l'immunité chez l'être humain. Voici des cellules tueuses. Leur fonction est d'éliminer de notre organisme toutes les cellules infectées par un virus, une bactérie. Elles nous sont donc nécessaires, mais pour fonctionner, elles ont besoin d'un système spécifique de gènes qu'on appelle HLA et qui agissent comme une sorte de dispositif d'alarme. Les HLA, antigènes leucocytaires humains, ont longtemps été considérés comme jouant un rôle déterminant dans la lutte contre les maladies. Et récemment, les scientifiques se sont intéressés à leur répartition géographique. Ils ont ainsi pu découvrir que certaines versions de ces gènes, très fréquentes chez les Asiatiques actuels, sont inexistantes chez les Africains. Comme si les ancêtres des Asiatiques étaient allés puiser dans une source déjà existante en Asie. Certains de leurs gènes ont l'air très différents des gènes de l'homme moderne. On dirait qu'ils ont été empruntés à une autre espèce. Il semble de plus en plus probable que certaines versions des HLA aient été héritées de Néandertaliens ou de Denisoviens. Disons que chacun de ces dés est un gène HLA. Dans la population africaine, chaque nombre représente un HLA différent et offre par conséquent un niveau d'immunité différent. Plus la variabilité est importante, plus un virus aura du mal à s'implanter. Mais à mesure que de petits groupes sortent d'Afrique, le nombre de variantes chute et ils deviennent plus vulnérables aux infections. Alors comment cette population va-t-elle retrouver une variabilité importante? Elle peut attendre qu'une mutation se produise, ce qui, dans le processus normal de l'évolution, est extrêmement long. En revanche, en se mélangeant à une autre population, des Néandertaliens ou des Denisoviens par exemple, elle peut acquérir des variantes supplémentaires, comme ce 5 et ce 6 qui étaient venus à lui manquer. Mieux encore, il est possible qu'elle hérite également de variantes nouvelles du HLA, des variantes qu'elle ne possédait pas avant de sortir d'Afrique et qui lui permettent de résister à des infections répandues dans son nouvel environnement. On peut parler de raccourcis dans la marche de l'évolution.
Une population emprunte ses gènes à d'autres groupes humains afin d'acquérir la variabilité qui lui fait défaut. Grâce à ces humains archaïques, nous sommes des milliards aujourd'hui capables de mieux lutter contre la maladie. Ils nous ont légué une partie de leur système immunitaire. Des gènes présents dans leurs cellules font aujourd'hui partie intégrante de notre génome. On aurait hérité entre 1 et 3% de nos gènes de l'homme de Néandertal. La belle affaire. 1 à 3%, ce n'est pas beaucoup. Le transfert de gènes HLA, en revanche, nous a été très bénéfique. On estime que dans certaines populations, ils proviennent jusqu'à 90% des Néandertaliens ou des Denisoviens. L'immunité assurée par les HLA est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que nous aient fait ces groupes archaïques. Sur les hauts plateaux tibétains, la journée s'achève. On rentre le bétail. C'est l'heure de la traite. Ces yaks sont des hybrides d'animaux sauvages et domestiques, ce qui les rend plus résistants et plus productifs. Ces fermiers l'ignorent, mais eux aussi sont des hybrides issus de croisements avec des Denisoviens, des Néandertaliens et peut-être même des Homo erectus. Comme leurs animaux, ils ont tiré de l'hybridation davantage de force, de résistance et une meilleure santé. Les hommes d'aujourd'hui conservent en eux l'héritage acquis dans les forêts préhistoriques d'Asie. Quand les hommes modernes sont arrivés en Asie, ils étaient bien sûr armés pour survivre, mais pas à 100%. Ils se sont mélangés à des populations qui vivaient là depuis des centaines de milliers d'années et ont ainsi acquis certains gènes nécessaires à leur adaptation à ce nouvel environnement. On porte en nous les gènes de ces peuples archaïques et ils nous influencent toujours. On commence à peine à prendre la mesure de ce que nous ont apporté ces rencontres d'il y a des dizaines de milliers d'années. Les conséquences de ce métissage débordent largement le continent asiatique. Les populations qui ont essaimé en Sibérie ont poursuivi leur périple et colonisé l'Amérique du Nord. D'autres ont effectué le voyage le plus long de tous, celui qui devait les emmener à travers l'océan jusqu'au continent le plus isolé de la planète, l'Australie. Partout où ils sont allés, ils ont emporté avec eux les gènes de populations archaïques. Ces peuples hybrides ont eu un impact déterminant sur notre espèce.